Bienvenue dans ce journal, merci de nous rejoindre sur France 24. Voici les titres de l'actualité. Au Pakistan, nouvel attentat ce matin près de la vallée de Swat. Un kamikaze s'est fait exploser au passage d'un véhicule militaire. 41 morts. L'armée, elle va lancer une vaste offensive terrestre dans le sud Waziristan, place forte des talibans. Le prix Nobel d'économie a été attribué aux Américains Elinor Ostrom et Oliver Williamson pour leurs travaux sur la gouvernance économique. C'est la première fois qu'une femme est récompensée. Enfin, en France, l'audition au procès Clearstream d'Yves Bertrand, qui a dirigé les renseignements généraux de 1992 à 2004. Les plaidoiries débuteront demain. La violence au Pakistan, un kamikaze a actionné sa charge au passage d'un véhicule de l'armée près de la vallée de Swat. Le bilan s'alourdit d'heure en heure, on en est à 41 morts. L'armée pakistanaise est plus que jamais déterminée. Elle a lancé une vaste offensive terrestre au sud-Waziristan, fief des talibans le long de la frontière afghane. Le pilonnage aérien a débuté hier soir. L'armée pakistanaise est plus que jamais déterminée à frapper un grand coup au sud-Waziristan, ce bastion des talibans et d'Al-Qaïda situé à la frontière avec l'Afghanistan. Les frappes aériennes ont commencé dès dimanche soir et l'offensive terrestre serait imminente. Pour le gouvernement pakistanais, c'est bien dans cette région que toutes les pistes mènent. Pour la prise d'otage de Rawalpindi, dans laquelle 19 personnes en tout ont été tuées, ou encore pour l'attentat suicide qui a fait 49 morts à Peshawar vendredi. En 2 ans à peine, les attentats commis par les insurgés islamistes ont fait plus de 2200 morts au Pakistan. Mais Washington, de son côté, dit avoir toujours confiance en la capacité de l'État à se défendre et à préserver la sécurité de son arsenal nucléaire. Nous faisons confiance au gouvernement pakistanais et au contrôle par l'armée de l'arsenal nucléaire. Il n'y a aucun signe que les terroristes vont prendre le pouvoir. Ils vont seulement continuer à faire souffrir le peuple pakistanais. C'est pourquoi l'armée et le gouvernement pakistanais veulent les combattre avec autant d'agressivité. L'attaque de ce week-end contre le quartier général de l'armée à Rawalpindi a montré que le cœur même du dispositif de sécurité pakistanais était vulnérable. L'offensive au Waziristan était prévue de longue date, mais son objectif est plus que jamais d'actualité, anéantir les terroristes sur leur propre territoire et mettre fin aux attaques incessantes dans le pays. En bref, la Corée du Nord poursuit ses provocations. Elle aurait procédé au tir d'essai de 2 missiles de courte portée au large de sa côte orientale. C'est ce que rapporte l'agence de presse sud-coréenne Yonhap. La saison des prix Nobel vient de s'achever avec la remise du prix d'économie, une récompense qui a son importance alors que le monde traverse la plus grave crise depuis des décennies. 2 Américains, une femme et un homme ont été primés. Il s'agit d'Elinor Ostrom et d'Oliver Williamson. Ils ont travaillé sur la gouvernance économique. Les explications de Jean-Marc Daniel. Il est professeur d'économie à l'École supérieure de commerce de Paris. La gouvernance d'entreprise, c'est la réflexion sur l'organisation structurelle des entreprises et pourquoi, par exemple, il y a des entreprises plutôt que des relations artisanales entre les donneurs d'ordre et leurs salariés, comment l'entreprise va déterminer, appréhender la réalité de son marché, comment l'entreprise va se localiser, pourquoi, par exemple, dans des gestions de copropriétaires, il y a des coalitions qui vont se faire, quelles sont les associations qui peuvent apparaître dans des groupes. Donc l'idée derrière la gouvernance d'entreprise, c'est effectivement pourquoi il y a un groupe et comment réagit un groupe, plutôt que pourquoi il y a des individus et comment réagissent ces individus. Donc c'est de la microéconomie, c'est de l'analyse de l'entreprise au niveau de son entité en tant que telle et non pas de la macroéconomie, pas de l'analyse de la politique économique. C'est assez important dans la réflexion sur l'avenir du capitalisme et du tissu d'entreprise. Et évidemment, ça a un sens en pleine crise économique. Alors ça a un sens en pleine crise économique. Encore une fois, je crois que le symbole de la femme est très très important puisque la liste des favoris a été écartée. Tous les gens qu'on attendait ne sont pas là. Williamson est quelqu'un qui est relativement connue. Sa co-lauréate est moins connue, mais elle a fait d'importants travaux sur le droit de propriété. C'est-à-dire qu'on retrouve aussi une réflexion sur l'économie, rapport au droit, rapport aux institutions. C'est une tradition, elle est professeure à l'Université d'Indiana, c'est une tradition du centre des États-Unis de réfléchir à ce qu'on appelle l'économie du droit. Pourquoi il y a des contrats, comment on rédige un contrat, pourquoi l'économie repose sur des rapports de force et aussi des éléments d'égalité.
En France, dernière journée de débat au procès Clearstream avant le début des plaidoiries des parties civiles. À la barre, on attend Yves Bertrand, ancien patron des renseignements généraux. C'est l'homme des carnets dans lesquels il a consigné des éléments sur la vie intime des hommes politiques et des personnages en vue. Ils ont été saisis, ces carnets, par la justice. Et aujourd'hui, Yves Bertrand témoigne. Alors, on va tout de suite retrouver au tribunal correctionnel de Paris, Philomé Robert, qui est en direct. Philomé, l'audition est en cours, mais est-ce que vous pouvez nous dire quelles ont été les premières déclarations d'Yves Bertrand ? Écoutez, il faut déjà commencer par rappeler que selon l'instruction, selon ce qu'a dit Imad Laoud dans le dossier d'instruction, c'est dans le bureau de Yves Bertrand qu'il aurait rajouté les noms de Nicolas Sarkozy sur un tableur Excel que lui passait Jean-Louis Jargorin, le vice-président exécutif de l'époque. Yves Bertrand a commencé par nier tout cela, c'est une fable totale. Je n'ai jamais rencontré Imad Laoud, ni dans mon bureau, ni ailleurs. Vient Imad Laoud à la demande du président du tribunal. Imad Laoud, est-ce que vous confirmez ce que vous avez dit à l'instruction? Imad Laoud, je confirme absolument. J'ai été dans son bureau à l'inspection générale de l'administration, c'est là que j'ai effectivement rajouté les noms. Yves Bertrand, c'est une fable rocambolesque. Je ne vous ai jamais rencontré ni dans mon bureau, ni ailleurs. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez me décrire mon bureau si jamais vous y avez mis les pieds? Imad Laoud, je ne me souviens plus de votre bureau, il n'y avait pas d'éléments marquants. À quel étage, demande Yves Bertrand? Je ne me souviens plus d'étage, tout simplement je l'ai fait. Vient maintenant Jean-Louis Jargorin. Jean-Louis Jargorin, je n'ai jamais rencontré Imad Laoud, ni dans le bureau de Yves Bertrand, ni ailleurs. D'ailleurs, c'est la première fois que je rencontre Yves Bertrand. En somme, nous sommes dans une sorte d'audience assez cocasse. L'assistance s'esclaffe. Si l'affaire n'avait pas été aussi grave, on se serait cru dans une comédie de boulevard, d'un goût très douteux. Alors le procès Philomé touche à sa fin. Que va-t-il se passer dans les tout prochains jours ? Dans les tout prochains jours, on attend les plaidoiries des parties civiles. Ensuite viendront les réquisitions du ministère public à l'encontre des 5 prévenus, y compris le principal d'entre eux, si l'on peut dire, Dominique de Villepin. Après les plaidoiries des parties civiles et les réquisitions du ministère public, viendront les plaidoiries de la défense. Le jugement sera ensuite mis en délibéré. On parle de plusieurs mois. On ne saura peut-être pas avant 2010 qui est effectivement, selon la justice, le principal responsable dans l'affaire Clearstream. Merci Philomé pour ce compte rendu en direct du tribunal. On va rester en France, la montée en puissance du fils du président, Jean Sarkozy, dans les Hauts-de-Seine, et la possibilité de son arrivée prochaine à la tête de l'EHPAD, l'établissement public chargé d'aménager le quartier d'affaires de la Défense, font grincer des dents. La fronde s'organise pour lui barrer la route. Sur Internet, tout le monde peut voir le nouveau Jean Sarkozy. Les cheveux courts, ça fait tout de suite plus sérieux, plus mûr, diront certains. Car à 23 ans, le cadet du président a décidé de s'offrir un nouveau costume. Déjà président du groupe UMP des Hauts-de-Seine, le voilà adoubé par sa majorité pour prendre la tête de l'établissement public d'aménagement de la Défense. Jean, le fils prodige, une histoire dont on ne se lasse pas à l'UMP. J'ai même connu des gens qui avaient des responsabilités encore plus importantes, certes avec 1 ou 2 ans de plus, mais cela me démontre, et je crois qu'il devrait en être de même pour vous, que la valeur n'attend pas le nombre des années et que c'est une évidence, notamment en politique. Mais pour l'opposition, la success story du fiston relève du népotisme. Ségolène Royal appelle le président à prendre conscience de l'intérêt du pays, plutôt que de placer son fils. Serait-il à cette place s'il ne portait pas le nom qu'il porte? Est-ce que nous sommes en République? C'est beaucoup de pouvoir, c'est beaucoup de rapports de force, c'est beaucoup de flux financiers, c'est beaucoup pour un aussi jeune homme. Mais peut-être fera-t-il ses preuves comme son papa attend de lui. Le maire de Nanterre, lui, dénonce la mainmise de la famille sur les Hauts-de-Seine. Je pense que ça s'inscrit dans cette volonté de verrouiller l'ensemble du dispositif, comme si la défense était la chasse gardée du président de la République. Alors, pistonné Jean Sarkozy, l'intéressé affirme que non. Piloter le quartier de la Défense à 23 ans, il s'en sent capable. Je suis président de la majorité départementale depuis maintenant près de 2 ans, et à ce titre, j'ai eu à connaître de tous les dossiers qui intéressent le département. Pour le reste, vous savez, je demande à être jugé non pas sur l'état civil, mais sur les actes et sur les résultats. Écoutez, ça va sans le dire, mais ça va mieux en le disant. La polémique se poursuit sur Internet. Une pétition en ligne demande à Jean Sarkozy de renoncer à ce poste et l'invite à se concentrer sur ses études. Le futur patron de la Défense est en 2e année de droit.
La compagnie Sony a mis en ligne le dernier titre de Michael Jackson, un inédit écrit en 1991. La chanson s'appelle This Is It. Elle a été dévoilée sur le site du Roi de la Pop. Elle est interprétée par la star avec les voix de ses frères en accompagnement. Le tube figurera sur un CD de 2 disques qui doit sortir en octobre. À cette occasion, une nouvelle photo de Michael Jackson lors de ses dernières répétitions sera publiée. I'm the light of the world, I feel grand. This love I can feel, and I know yes for sure. C'est donc un extrait de ce tout nouveau titre, This Is It. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous.